Et pour moi, ça repose sur l'imaginaire. Alors l'imaginaire, on le possède tous, donc il n'y a pas de don associé à ça. On a tous l'imaginaire, sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Pourquoi on ne sait pas l'utiliser? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné à reconnaître que l'imaginaire est un véhicule. Le véhicule me permet de déplacer ma conscience dans mon corps, mais il me permet de déplacer ma conscience vers toi, par exemple. C'est-à-dire que je peux simplement reconnaître que je peux me relier à ton corps, puis constater qu'en me reliant à ton corps, je vais recevoir des images, des sensations et des mots. Et c'est comme ça qu'on va arriver à reconnaître qu'il y a un genre de langage universel par le biais de l'imaginaire et qui me permet de comprendre finalement que chacun d'entre nous, nous sommes en étroite relation subtile sans qu'on en soit conscient et que l'imaginaire me permet de devenir justement capable de reconnaître ces signaux subtils-là et d'arriver à en comprendre le sens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Sylvain Bélanger, créateur de la pleine conscience intuitive et qui se présente lui-même comme thérapeute intuitif, activité qu'il pratique depuis plus de 30 ans. À travers cet échange, nous allons aborder les notions qu'il reprend dans un livre qu'il a écrit et qui s'intitule « Le Messager ». Nous allons donc parler entre autres de l'intelligence de l'univers, de la puissance de l'imaginaire comme pont vers l'invisible ou encore des énergies mémorielles. Un grand merci à toi Sylvain pour cet échange passionnant. Merci à vous tous, bien évidemment comme toujours, pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien bonjour Sylvain et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de t'accueillir et de pouvoir partager toutes les informations que tu vas nous donner parce que on en reparlera tout à l'heure, mais ça fait un petit moment que je souhaitais t'interviewer dans ce podcast. Je t'ai suivi sur plusieurs reprises sur Rayonnance TV notamment, et puis tu as pu m'envoyer un livre qui s'appelle Le Messager, dont on va parler parce que y a plein de choses intéressantes à dire. Mais avant tout ça, Sylvain, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et puis de ton parcours plus généralement dans, on va dire, dans ce côté spirituel? J'ai commencé moi avec j'ai rencontré un guérisseur, j'avais peut-être une vingtaine d'années. J'ai toujours été très sensible à l'imaginaire, j'étais à la créativité, j'étais à la mode à un moment donné, donc j'avais un souhait même de faire des vêtements pour hommes révolutionnaires et tout. Mais j'avais une sensibilité aiguë qui faisait que je sentais des choses, mais j'arrivais pas à les nommer, j'arrivais pas j'avais de la difficulté à vivre dans le monde terrestre. J'étais beaucoup dans la créativité, dans l'imagination. Et puis, il y a des événements qui ont fait que je me suis retrouvé à vouloir suivre une démarche plus en psychothérapie corporelle. Et j'ai rencontré une femme là-bas qui m'a dit qu'elle faisait venir un guérisseur. C'est comme ça que j'ai entrepris donc une démarche avec un guérisseur sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Je me laissais simplement porter par l'invitation qu'elle m'avait faite. J'ai été là-bas et je suis tombé sur un homme que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain qui donnait des formations que j'ai suivi pendant 3 années. Et ça a été pour moi une révélation parce que le langage il proposait des enseignements pour développer l'intuition, la clairvoyance, les soins énergétiques, l'exorcisme. Et puis naturellement, c'est quelque chose que je connaissais. J'avais l'impression d'avoir toujours été dans ce bain-là. Et ça s'est vraiment développé facilement pour moi. Puis après les 3 années, j'ai constaté que même si j'avais eu beaucoup de facilité, je comprenais pas ce que je faisais. Et ça m'a amené donc à développer ce que j'appelle la pleine conscience intuitive aujourd'hui, qui est un enseignement que j'ai cherché de vouloir volontairement à présenter comme étant accessible à tous, ces outils-là, parce que j'en suis convaincu. Sauf que quand on ne comprend pas comment ça fonctionne, on n'y arrive pas. Alors c'est comme ça qu'est née donc l'école. Et puis bon, évidemment, moi je fais la consultation depuis plus de 35 ans maintenant. Donc je suis un vieux de la vieille, comme on dit, par rapport à ça. Alors ça consiste en quoi, parce que tu nous as mis un peu l'eau à la bouche, la pleine conscience intuitive? Concrètement, c'est qu'il y a 3 éléments qui se combinent. Alors, quand on parle de clairvoyance, clairaudience ou clairsentience ou médiumnité ou channeling, on fait référence à l'intuition. L'intuition, c'est l'observateur qui regarde le champ énergétique d'une personne, par exemple, et qui voit des choses, ou qui ressent des choses, ou qui entend des choses. Et puis moi, ça c'est un premier volet de la pratique, c'est-à-dire que c'est important donc d'arriver à développer cette perception-là. Donc ça c'est un premier volet, c'est être capable de percevoir qu'est-ce qui est présent dans le subtil et d'arriver à le décoder. Ça c'est la première étape. Ensuite, ça combine à cette étape-là ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire,
qui est finalement de reconnaître que ce que j'observe, je peux interagir avec lui dans l'immédiat. C'est-à-dire que plutôt que de dire à quelqu'un, par exemple, vous êtes bloqué, madame, dans votre chakra du cœur, vous êtes bloqué dans vos genoux, je ne sais quoi, on va prendre le temps de discuter avec ces régions-là pour comprendre la raison d'être de ces perturbations-là. Et ensuite, on va donner à cette région-là du corps ce dont elle a besoin pour qu'elle se transforme dans l'immédiat. Donc, ça permet de mettre en lumière cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire que ce que j'observe n'est pas figé dans l'espace-temps, il est en mouvement à partir du moment que j'interagis avec lui et que je lui donne ce qu'il a besoin pour se libérer de sa programmation, de sa limitation. Et le troisième aspect, c'est le soin énergétique qui va permettre justement de rétablir les flux énergétiques pour que justement, on entreprenne un processus de guérison de l'être humain à ce moment-là. Ok. Mais alors du coup, on entend souvent dire que ces chemins vers cette guérison, vers ce soin énergétique, tout ça, c'est décidé par notre âme quelque part. Donc c'est un programme. Est-ce que ça veut dire que quand même c'est accessible à un très grand nombre de personnes ou à tout le monde, ou c'est réservé entre guillemets à ceux dont c'est le plan d'incarnation? C'est une bonne question que tu poses, parce que c'est une question qui est souvent posée, à laquelle je me suis moi-même posé, parce que comme j'ai une facilité, beaucoup de gens me reflétaient, mais c'est un peu comme si j'étais tombé dans la potion magique, tu vois, quand on était à Cobélix. Alors, ça m'a amené comme questionnement à savoir est-ce que c'était vrai? Parce que ce que je comprenais, c'est que quand je suivais la formation avec Ron Young, que j'ai beaucoup apprécié, je ne veux pas donc critiquer ce qu'il m'a donné, mais il le faisait dans la façon chamanique, c'est-à-dire qu'il nous faisait expérimenter des choses sans les expliquer. Et puis moi, ce que j'ai constaté par la suite, c'est que quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne peut pas le reproduire. Donc, c'est là que pour moi, l'aspect pédagogie est devenu une cheval de bataille, c'est-à-dire que j'ai voulu quelque part mettre en lumière quelle était la pédagogie qui permettait de développer ces habiletés-là. Et pour moi, ça repose sur l'imaginaire. Alors l'imaginaire, on le possède tous, donc il n'y a pas de don associé à ça. On a tous l'imaginaire, sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Pourquoi on ne sait pas l'utiliser? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné à reconnaître que l'imaginaire est un véhicule. Le véhicule me permet de déplacer ma conscience dans mon corps, mais il me permet de déplacer ma conscience vers toi, par exemple. C'est-à-dire que je peux simplement reconnaître que je peux me relier à ton corps, puis constater qu'en me reliant à ton corps, je vais recevoir des images, des sensations et des mots. Et c'est comme ça qu'on va arriver à reconnaître qu'il y a un genre de langage universel qui repose par le biais de l'imaginaire et qui me permet de comprendre finalement que chacun d'entre nous, nous sommes en étroite relation subtile sans qu'on en soit conscient et que l'imaginaire me permet de devenir justement capable de reconnaître ces signaux subtils-là et d'arriver à en comprendre le sens. Tu vois? C'est comme ça que, alors pour moi, donc, tout le monde peut y arriver. Maintenant, évidemment, arriver à une dextérité par rapport à ces outils-là, ça demande évidemment de la pratique, naturellement, comme dans toute chose. C'est comme une langue. Si je veux apprendre l'anglais, je dois pratiquer l'anglais, je dois revenir sur l'anglais, pratiquer pour arriver à avoir une dextérité. C'est la même chose avec cette pratique-là. Oui, puis j'imagine que certaines personnes auront des facilités, comme tu disais tout à l'heure, toi, par exemple, comme on peut avoir des facilités avec la musique, avec un instrument, et d'autres devront s'entraîner beaucoup plus parce que ce sera plus fastidieux, quoi. Exactement. Puis une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que moi, quand j'enseigne, par exemple, les gens vont se dire, moi, je voudrais être comme toi. Et puis moi, ce que je leur dis toujours, c'est que vous n'allez pas être comme moi, parce que le langage intuitif que vous allez acquérir, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Alors moi, j'ai une certaine facilité, une certaine façon de l'exprimer. Maintenant, vous allez l'avoir d'une autre façon. Et l'important pour vous, c'est de manifester votre couleur, de l'incarner, de ne pas vouloir copier quelqu'un, mais de vouloir vous approprier l'outil pour qu'il devienne finalement une expression personnelle de votre être. Et ça, je pense que c'est vraiment important de comprendre que cette nuance est vraiment facile, parce qu'on a tendance à vouloir copier les autres. Ah, moi, je dois devenir comme lui. Mais tu n'as pas à devenir comme lui, tu as à devenir comme toi tu es. Tu vois, c'est ça quelque chose qui est important à saisir aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce langage commun, on va dire, comme une sorte de pont vers l'invisible qui est l'imaginaire. Mais en même temps, cet imaginaire, il est subjectif à chaque personne. Et donc, chaque personne va se créer ses propres codes pour le décrypter, c'est ça? Exactement, exactement. Et quand on comprend quelque part que ce langage-là, il nous est spécifique, pourquoi il est spécifique? C'est parce que finalement, il faut comprendre que dans un premier temps, on a tous une histoire différente. Alors, si je décide, moi, d'apprendre l'intuition aujourd'hui, je vais devoir finalement, dans un premier temps, déprogrammer quelque part des croyances limitatives que je peux avoir en moi. Parce que dans la société, finalement, il s'agit de, on peut parler un petit peu à des gens dans la rue, ils vont tous nous dire à peu près
que c'est pas possible, hein. Souvent, ils ont un avis sur l'aspect intuition, par exemple, se dire, ben, c'est pas possible de faire une lecture intuitive à distance, par exemple. C'est pas possible. Ça vient contrefaire un peu leur vision du monde. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est la première difficulté que l'on a quand on explore le monde intuitif, c'est de faire face à des croyances qui peuvent nous empêcher de donner l'opportunité à cet imaginaire-là de s'épanouir. Et c'est ça un peu qui fait que tout doucement, notre langage intuitif va s'adapter à ce qui nous sommes, à notre vision du monde, à nos intérêts, etc. Si je suis très intéressé à la finance, par exemple, il y a forte chance que je développe une expertise intuitive sur la finance. Alors que moi, par exemple, je ne suis pas intéressé du tout à cette dimension-là, par exemple, tu vois. Mais du coup, si on prend le raisonnement dans un autre sens, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est imaginaire, tout ce qui nous traverse d'imaginaire, est quelque part un langage qu'on arrive à percevoir ou pas avec l'invisible, et n'est pas de l'ordre du mental, où il y a quand même une partie de l'imaginaire qui peut être nourrie par la sphère mentale? C'est certain. C'est malheureusement un des pièges que l'on rencontre dans le développement intuitif, parce qu'évidemment, on peut se dire intuitif, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est intuitif, qu'on ne sera pas quelque part influencé par des émotions. Et c'est là quelque part qu'on tourne à la subjectivité. L'intuition n'est pas un gage absolu d'objectivité, parce qu'à tout moment, l'intuition peut être colorée par nos propres limitations. Et c'est pour ça que la démarche intuitive, elle exige un apprentissage, puis elle exige une remise en question de ce que nous, on juge comme étant la réalité absolue, c'est-à-dire cette forme de vérité. Hein. Moi, je suis convaincu que j'ai la vérité, par exemple. Ben, c'est là qu'il y a un danger, parce que cette vérité-là, elle est relative à ce que je suis aujourd'hui. Demain, je serai autre chose, et peut-être que ma définition de la vérité aura pris un autre sens. Et c'est pourquoi que l'intuition, justement, c'est vraiment apprendre à se libérer le plus possible de nos propres limitations, pour être capable de regarder la vie dans une vision la plus objective possible, c'est-à-dire dans une position de témoin qui regarde d'une façon de plus en plus élevée la réalité pour qu'elle soit capable de la percevoir de la façon la plus complète possible. Et alors évidemment, plus je suis capable de m'ouvrir à cette réalité-là, plus je suis capable de voir la complexité de la vie et d'en comprendre toute la richesse. Et c'est comme ça que l'intuition devient de plus en plus riche. C'est pour ça que quand on parle d'intuition, évidemment, il y a des gens qui vont se dire intuitifs, qui ont un degré d'intuition très petit, d'autres vont se dire intuitifs, qui ont des degrés plus grands, tout simplement parce qu'ils ont élargi cette palette de couleurs-là. Tu vois, c'est ça un peu qu'il faut comprendre, c'est que l'apprentissage de l'intuition, c'est de remettre en question qui nous sommes, pour être capable d'élargir cette palette de couleurs-là pour la voir de la façon la plus globale possible. Ouais, bon, bah, sans le vouloir, on est déjà rentré un peu dans le livre. Ça va vite. J'aimerais bien qu'on commence par parler de l'intelligence de l'univers. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais que quelque part, on a du mal à définir. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, comment tu l'appréhendes? Cette fameuse intelligence-là, quelque part, a plusieurs couleurs. Et c'est ça, finalement, qui fait que l'intuition a plusieurs richesses aussi. Par exemple, si moi, je m'intéresse aux organes de mon corps, qui sont des réalités physiologiques, hein, on ne peut pas les remettre en question, et que je voyage en interaction avec ces organes-là dans mon corps, je vais comprendre que chaque organe possède une certaine forme de conscience, une certaine forme d'intelligence. On pourrait dire que chaque cellule possède cette conscience intelligente-là. Maintenant, donc ça, c'est une première facette, et on peut facilement faire le lien avec ce qu'on appelle les gènes. Hein. On peut penser que les gènes ont une certaine forme de conscience qui est subtile, qui n'est pas reconnue par la science, mais qu'on peut reconnaître que nous, en tant qu'être humain, on peut être animé par une conscience qui est associée à ce bagage génétique qui est en nous. Et on sait aujourd'hui qu'on peut changer ce bagage génétique-là, il n'est pas figé par l'épigénétique. Donc, c'est intéressant quelque part de reconnaître finalement qu'on est un être humain qui est en évolution et que cette évolution peut se faire que si je crée de l'espace pour lui donner l'opportunité de se manifester. Donc ça, c'est une première expression de l'intelligence universelle, mais on va se rendre compte qu'il y a d'autres palettes, c'est-à-dire que dans ces mêmes cellules, dans ces mêmes organes, il y a également ce qu'on peut appeler des mémoires. Ces mémoires-là, finalement, quand j'ai commencé, moi, dans ma pratique intuitive, je voyais plein de personnages dans les champs énergétiques des gens. Puis comme on travaille avec l'exorcisme, le guérisseur nous enseignait beaucoup l'exorcisme, je ne comprenais pas trop la différence entre ce qu'on appelait une entité et ces mémoires-là, parce que j'en voyais plein de mémoires. Et finalement, ces mémoires-là, qu'est-ce que c'était? Mais c'était des conflits que j'avais en tant qu'être humain, hein,
quand je percevais ça chez une autre personne, je voyais qu'il y avait des mémoires qui étaient dans son champ énergétique, qui étaient souvent le reflet de blessures émotionnelles qui avaient été vécues chez cette personne-là, ou des potentiels qui n'avaient pas été assumés complètement, et qui faisaient que la personne portait en elle des blessures ou des empreintes psycho-émotionnelles qui n'avaient pas été réglées. Et que quand on commençait à discuter avec ces mémoires-là, elles me parlaient comme si elles existaient. Hein, par exemple, si je me mettais en relation avec un enfant de 6 ans chez une personne, je constatais que c'était cette personne-là qui avait vécu un traumatisme à l'âge de 6 ans et qui avait vécu, par exemple, un sentiment d'abandon à ce moment-là, et que quand je discutais avec cette mémoire-là, ben, elle me parlait de cet abandon qu'elle avait vécu, et elle me parlait quelque part de ses besoins, etc. Et je pouvais donc interagir avec cette mémoire-là pour la transformer. Donc, tu vois, ça, c'est un autre niveau de conscience intelligente. Il y a également les mémoires familiales. Je peux constater que chez une personne, cette personne peut porter son père ou son arrière-arrière-grand-père en elle. Et de la même façon, je vais communiquer avec lui de la même façon. Ça peut être des mémoires d'autres vies aussi, tu vois. Donc, à ce cas-là, on parle toujours de cette fameuse intelligence, mais à des paliers différents. C'est-à-dire que plus on élargit notre champ de conscience, plus on se rend compte qu'on n'est pas influencé uniquement par la vie terrestre, on est influencé par plein de bagages qu'on cultive en l'état de soi sans qu'on en soit conscient et qui font qu'on devient de plus en plus fermé, comme un système fermé qui nous isole de notre capacité à nous ouvrir à quelque chose de plus vaste que soi. Puis par la suite, bien évidemment, on pourrait, si on élargit notre palette couleur, on quitte le monde des mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire quelque part qu'on commence à quitter le monde de la conscience humaine, c'est-à-dire que je quitte ce que l'humain a vécu jusqu'à maintenant. Et là, je peux commencer à me relier à une forme d'intelligence qui est plus pure, on va l'appeler comme ça, parce qu'elle est moins colorée par de l'expérience humaine. Et ça veut donc dire que je peux accéder à ce moment-là à ce qu'on peut appeler une forme d'intelligence universelle plus élevée, plus pure. Maintenant, est-ce que je peux prétendre, moi, par exemple, que je communique avec l'intelligence pure? Je serais prétentieux de le faire parce que je n'ai aucune preuve de le dire. Je pourrais l'affirmer, mais ce que je ne ferai pas parce que je suis convaincu qu'en tant qu'être humain, je suis limité. Sauf que ma limitation me permet quand même d'aider les gens parce que je suis capable de voir des choses qu'eux ne sont pas capables de voir. Donc, je suis capable de les aider en ce sens-là. Mais c'est sûr que ce processus-là d'ouverture vers cette intelligence universelle, c'est un processus de vie longue et de longue haleine, puisque on est, je pense, toujours dans une espèce de volonté. Moi, en tout cas, ma volonté, c'est de toujours élargir mon champ de conscience le plus possible pour accéder à cette pureté d'une façon de plus en plus grande. Du coup, j'ai plein de questions, mais concernant les mémoires dont tu parles, qui peuvent provenir effectivement de ta biographie dans cette vie-là, de ton arbre généalogique, de tes autres vies, de quelque chose de plus collectif, j'imagine aussi, culturel, religieux, etc. Moi, de ma conception, j'ai la sensation que quand même, quand on vient s'incarner, c'est un acte volontaire que de se charger de ces mémoires ou de se charger du plan de cette programmation de mémoire. Et tout comme est volontaire l'idée de se dire « Ok, je vais travailler par mon incarnation à me défaire de ça. » Ou peut-être que je m'en déferai, mais un peu plus tard, dans un processus plus long qui est d'un processus désincarné. Ma question, c'est jusqu'à quel point on le choisit ou on le subit, tout ce programme de mémoire. Je pense que la meilleure personne à qui tu pourrais poser la question, c'est Jésus, le bon Dieu. On va l'appeler comme ça. Mais disons que ce que je te dirais, c'est que moi, selon moi, c'est que je pense pas qu'on l'a subi, puis je pense pas quelque part qu'on l'a choisi non plus. Je pense effectivement c'est une forme de processus dans lequel, quelque part, il y a une forme de phénomène attractif, on va l'appeler comme ça, qui fait quelque part qu'un être humain va s'incarner sur Terre. Il va s'incarner pour quelle raison? Mais il va s'incarner parce que quelque part, il y a une forme de densification nécessaire pour qu'il y ait un genre de phénomène d'épuration qui puisse s'effectuer. Et cette épuration, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'ensemble de la mémoire humaine, quelque part, qui doit s'épurer. Et tant et son temps que cette épuration n'est pas effectuée, il y a nécessairement un processus d'incarnation qui se fait. Et l'être humain qui s'incarne, quelque part, lui, est programmé par les diverses couches de mémoire, d'informations qui sont présentes et qui font que lui va finalement se naître avec effectivement un ensemble d'informations qui se sont greffées à lui, qui appartiennent à l'histoire de ses parents, mais aussi à tout ce processus de densification qui s'est fait, tu vois. Mais du coup, ça fait un peu peur d'entendre ça parce qu'on se dit, quelque part, c'est une roue dont on aurait du mal à sortir parce qu'à chaque fois qu'on va venir s'incarner, on va concourir à créer des nouvelles mémoires. Ces nouvelles mémoires, elles vont créer de nouveaux espaces qu'il va falloir à nouveau aller libérer et ainsi de suite, et on n'en sort jamais.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, pour moi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, elle repose sur quoi? Elle repose sur l'idée que l'être humain doit se développer d'une façon assez élevée. Tu vois, actuellement, ce qui se passe dans le monde, par exemple, toi, c'est intéressant parce que ce qui se passe dans le monde, c'est comme un peu comme si on avait l'impression qu'on observait comme une forme de déstructuration de ce qui existait avant. Tu vois, on est en train de dire, mon Dieu, tout n'est plus comme avant. Et puis moi, je trouve ça très intéressant parce que, justement, ce principe de mémoire dont on parle, le mémoire repose sur le concept de répétition. C'est-à-dire la mémoire, c'est quelque chose qu'on répète comme un cycle. Et quand ce cycle-là se défait, se désorganise, ça ouvre la porte évidemment à une prise de conscience qu'une forme d'illusion qui était là, qu'on ne se rendait pas compte qui était là, et qu'on commence à se rendre compte que finalement, il y a peut-être autre chose. Et là, il y a une forme d'éveil. L'éveil, évidemment, c'est pour moi la clé à quelque part de briser ce cycle d'involution, à quelque part, hein, d'incarnation dont tu parlais tout à l'heure. C'est d'être capable de reconnaître finalement que la mémoire, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut savoir une chose, c'est que la mémoire, lorsqu'elle a une certaine autonomie, ça c'est particulier de penser à ça, parce que ça veut donc dire que la mémoire a donc une intention. Cette intention, qu'est-ce que c'est? C'est de rester vivante. Et qu'est-ce que nous on fait dans cette relation qu'on a avec cette mémoire-là? C'est de lui donner vie. Parce que justement, si moi je génère de la colère, ben, la colère que je génère, ben, elle va résonner avec des mémoires d'autres vies qui vont se nourrir de cette colère-là, ainsi de suite. Donc c'est là quelque part que plus moi j'arrive justement à me libérer finalement de ces processus-là, plus je me détache de tous ces phénomènes de mémoire-là, de toute cette espèce de trame mémorielle-là, et que j'accède justement à des niveaux de conscience plus élevés. Et c'est là, je pense, qu'on arrive, en tant qu'être humain, à une expérience plus mature de l'expérience de terrestre, et qu'on arrive à se dégager de tout ça. D'accord. Donc, en clair, la clé de l'évolution, c'est la montée en conscience, au sens large, de la population terrestre, parce que c'est ça qui va permettre de se libérer de toutes ces mémoires. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a libéré toutes ces mémoires? Lorsqu'il n'y a plus de mémoire, c'est ça que tu viens de dire? Ouais. Bah, imagine demain, la Terre, tous les êtres qui se sont incarnés sur cette Terre ont cheminé, se sont développés d'un point de vue conscience suffisamment pour libérer leur mémoire, enfin toutes ces mémoires dont on parle. Ben, toi, ce que je pourrais te dire, c'est que évidemment, ça va être encore ma façon de voir les choses parce qu'on l'a pas encore vécu, mais je pense que c'est une expérience lumineuse qui va en résulter. C'est-à-dire que l'être humain va atteindre un niveau de conscience assez élevé pour être capable de se syntoniser à une vibration plus élevée que ce qui a été connu jusqu'à maintenant chez l'être humain. Donc, on va devenir des êtres supraconscients. C'est-à-dire la supraconscience va impliquer justement que quand on parle d'intuition, ben, ça va être quelque chose de naturel. Ça va devenir une loi naturelle chez l'être humain. Et il va y avoir également une connexion avec l'intelligence universelle, c'est-à-dire que cette intelligence-là, elle va être en harmonie avec nous. Et nous-mêmes, on va être capable d'assumer cette harmonie-là parce qu'on ne la verra pas comme étant une forme comment dire, de soumission à cette intelligence-là. On va reconnaître qu'on fait partie de cette intelligence-là et qu'on est complètement son égal. On ne sera plus dans cette espèce de sentiment qu'on vit actuellement de combat avec la vie. Hein, la vie, c'est quoi? C'est la planète Terre. Par exemple, si on regarde comment l'être humain gère les ressources terrestres, on voit bien quelque part que l'être humain a l'impression d'être le dominant là-dedans, puis il ne cherche pas à collaborer avec la planète Terre, il cherche à la soumettre. Tout comme on peut envisager que la relation qu'on a avec le ciel, avec le cosmos, avec l'espace, on commence à envisager qu'on peut explorer l'espace et on va sans doute aussi avoir cette même attitude avec l'espace. On va vouloir la dominer encore une fois. C'est ça un peu le conflit humain. L'humain a l'impression qu'il est le maître à bord et c'est justement la maturité humaine va nous amener à un moment donné à se rendre compte qu'on n'est pas le maître à bord, qu'on fait partie quelque part d'un grand tout et qu'on est ce tout en fin de compte. Il y a quelque chose de particulier qui m'a interpellé parce que ça m'a fait voir les choses sous un angle différent dans ce livre. Ça parle de la mort et de ce qui se passe dans les jours qui suivent le décès d'une personne, où, en gros, selon ta vision des choses, ta conception, sa conscience, elle se morcelle en plusieurs parties distinctes, et il y a une partie, quelque part, qui va s'unifier avec une partie supraconsciente, comme tu dis, et puis il y a tout un tas d'autres parties, d'autres parcelles, qui sont encore liées à toutes ces mémoires, ou qui luttent encore pour évoluer. Ma question, c'est que c'est systématiquement le cas,
Mais ça veut dire quoi concrètement, des parcelles comme ça de mémoire? Ça veut dire que l'âme, quand elle remonte, enfin, bon, je m'entends, hein, la conscience désincarnée, quand elle se désincarne, est-ce qu'elle n'est pas complète? Mais ça nous ramène un peu à ce que je t'ai écrit tantôt, c'est-à-dire que l'être humain que je suis, en fait, de chair et d'os, c'est un être unique, tu vois. Maintenant, si je regarde le champ énergétique d'une personne, je vois bien quelque part que cette personne-là, quelque part, elle a beau me dire qu'elle est unique d'un point de vue terrestre, d'un point de vue subtil, je vois bien effectivement qu'il y a plein de personnages dans son champ énergétique. Donc, elle est pas simplement, elle est pas simplement ça. Elle est aussi un ensemble de choses qui vont prendre une certaine importance dans son champ énergétique et qui vont finalement refléter quelque part qui elle est dans sa dimension terrestre. Donc, quand on décède, on meurt. Donc, ça veut donc dire que l'être fait de chair et d'os n'existe plus. Et s'il n'existe plus, mais tout cet ensemble d'informations que je viens de te nommer devient quelque part, devient animé par quelque chose qui est plus grand que nous, en fin de compte, tu vois. Et que quand on décède, ben, quelque part, moi, je pense qu'il y a des... Par exemple, si moi j'ai un certain niveau de conscience qui est très relié à la dimension terrestre et qui veut s'accrocher à la réalité terrestre parce qu'il a besoin de s'accomplir dans cette réalité terrestre, puis il l'a pas encore fait comme il l'aurait souhaité, ben il va y avoir effectivement donc une mémoire de moi qui va finalement être très, très dans la dimension terrestre, qui va peut-être même être perceptible par des gens qui vont voir, ben, il y a un fantôme dans cet espace-là qui est Sylvain Bélanger qui veut s'accrocher à la réalité pour diverses raisons, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être là et qu'évidemment, le même Sylvain Bélanger peut se retrouver dans d'autres sphères dans lesquelles il y a d'autres états de conscience qui ont besoin de s'exprimer de d'autres façons, à d'autres niveaux. Et que plus on augmente ce niveau de fréquence-là, plus on constate que Sylvain, bien effectivement, il y a plusieurs expressions de lui-même qui sont tous lui, mais qui sont tous à des niveaux de conscience différents, tout simplement, et qui ont un cheminement à faire pour arriver à se réunifier aussi de la même façon que des expressions plus élevées de lui-même, tu vois. D'accord, mais du coup, ces parcelles de nous qui vivent dans une sorte d'illusion de réalité, ce que je comprends, hein, à travers le fait d'entretenir ces croyances ou ces mémoires, euh, comment elles peuvent se réunifier, tu vois, sortir de cette illusion? Mais parce que pour elles ne sont pas dans l'illusion, justement, tu vois. Elles sont dans un processus dans lequel elles ont l'impression encore de continuer de vivre. Donc, si elles ont, par exemple, je me rappelle une femme était venue me voir et elle m'avait dit, je voudrais que tu communiques avec mon père qui vient de décéder, savoir où est-ce qu'il en est. Puis la première chose que j'ai observée de lui, c'est qu'il était très lointain. Puis il lui faisait au revoir comme ça, il était sur un voilier. Il était en train de faire un voilier, puis ça lui disait au revoir comme ça. Puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle me disait que son père avait toujours rêvé d'une croisière sur un voilier, tu vois. Donc, à quelque part, il était en train, lui, de continuer un processus qu'il n'avait pas accompli. Il a réalisé son rêve dans ce monde-là. Alors, pour lui, à quelque part, c'était essentiel de le faire. Puis, après qu'il l'ait fait, mais c'est là, évidemment, qu'à un moment donné, ben, sans doute qu'il peut y avoir effectivement un phénomène d'accomplissement, et que parce que l'accomplissement est là, ben, on peut passer à un autre niveau de conscience, si tu veux, toi. C'est intéressant ton exemple parce que ça veut dire que quand on contacte un défunt à travers un médium, on contacte potentiellement plusieurs parcelles de la même personne. Donc la partielle de ce père qui rêvait de faire son tour du monde en voilier, et on peut contacter celle-là, mais on pourrait aussi imaginer contacter la parcelle de ce père qui, elle, s'est unifiée à quelque chose de plus grand, de plus universel. Exactement, c'est là qu'on comprend que le médium a lui-même, à quelque part, une ligne téléphonique, on va l'appeler comme ça, et sa ligne téléphonique lui permet d'accéder à un certain nombre d'informations de cette personne décédée-là. Donc, si moi j'ai une certaine résonance avec un certain niveau de conscience, ben je vais capter de la personne décédée quelque chose qui va refléter qui je suis aussi. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, plus je suis capable de prendre cette espèce d'envol très, très haut dans le ciel, mais plus je suis capable de voir une vision plus globale de la situation qui va me permettre donc de comprendre davantage qu'est-ce qui se passe chez la personne décédée, tu vois. C'est intéressant que tu dis ça parce que du coup, dans le cadre de ce podcast et puis de mon métier, j'ai été en contact avec beaucoup de médiums et donc fait beaucoup d'exercices de contact défunt. Et je trouve que ce qui m'étonne toujours, c'est qu'il y a des médiums qui vont être capables de transmettre des messages très, très, comment dire, très émotionnels, très, très touchants, des choses très profondes, et quand d'autres médiums vont te transmettre des choses
peut-être très quotidiennes, tu vois. Il me raconte qu'il faisait ça, qu'il était comme ça, qu'il aimait bien ça, et qui ne sont pas teintés de cette même émotion. Ça veut dire que selon ton raisonnement, c'est la vibration du médium, la ligne téléphonique, là, sa couleur, qui va faire qu'il va se connecter à un champ de conscience plus ou moins élevé, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui sera pas du même niveau, quoi. Exactement. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la démarche intuitive, quand je disais tantôt qu'on a des propres croyances qui font que moi, par exemple, si je suis limité à un certain nombre de choses, mais je ne vais pas pouvoir m'ouvrir à la totalité de la de les possibilités qui se trouvent devant moi. Donc, si je suis un médium et que je suis, entre guillemets, figé par un certain nombre de choses, par un certain nombre de croyances, ben, la relation que je vais établir avec la personne décédée, ben, va être dans une espèce de filtre qui va finalement permettre d'accéder à quelque chose, mais qui ne sera pas la globalité de la réalité, tu vois. Ah ouais, c'est très intéressant. Ok. Tu parles dans ce livre aussi du corps antenne, comme un moyen de connecter quelque part avec l'invisible. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, ben oui, c'est que ça, le corps antenne vient de moi, mais la pratique de base euh, que j'enseigne, elle provient quand même de la pratique chamanique, entre autres, hein. La pratique de l'ancrage ou de l'enracinement est importante, puis elle est très mal comprise souvent, malheureusement, parce que l'idée de l'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que je suis donc une antenne. J'ai les pieds sur le sol, j'ai la tête vers le ciel, et mon apprentissage, c'est d'apprendre à me connecter avec l'énergie de la Terre pour la faire circuler dans mon corps sans aucun heurt, pour qu'elle puisse finalement faire de moi un être conducteur. L'être conducteur, c'est libérer tous les blocages qui sont en moi pour permettre à cette énergie de la Terre, celle du ciel, de se manifester en moi d'une façon fluide et harmonieuse. Ce que moi j'appelle l'état de négantropie. Négantropie, c'est un grand mot, mais ça met en évidence la notion de non-usure, de non-friction. C'est-à-dire que l'énergie circule d'une façon fluide. Et quand je suis comme ça, mon corps vieillit beaucoup moins rapidement que quand je suis dans un état de friction et d'usure. L'état de friction et d'usure, ça veut donc dire que l'énergie ne circule pas librement en moi. Et on doit comprendre ici que quand on observe une personne et qu'on regarde son champ d'énergie, son aura, et qu'on constate que dans son aura, il y a des perturbations, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que physiologiquement, cette personne-là a des dysfonctions cellulaires dans son corps organique et qui ne sont pas nécessairement associées à des maladies, mais qui sont associées à des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements-là ne favorisent pas justement la pleine conductibilité du corps. Donc, si on parle de ce corps antenne, c'est de rétablir l'ensemble des cellules du corps soit le plus harmonieuse possible pour qu'on puisse finalement faire que l'énergie circule librement en moi. Ce qui implique que je sois capable d'être bon conducteur énergétique, mais que je sois capable aussi de libérer toutes les tensions émotionnelles, les intentions, les croyances qui sont en moi, les blocages qui sont en moi qui font que je ne permets pas cette énergie de circuler en moi librement. D'accord. Donc, avant que le corps devienne cette antenne, il est préférable du coup d'aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer qui pourrait empêcher ce corps de bien capter en fait. Oui, puis dans la pratique intuitive, comment le chaman propose ça, en fin de compte, c'est par justement l'apprentissage de la pratique sur soi. Comme moi, dans mon enseignement, je pratique un volet pratique personnelle dans lequel on travaille l'enracinement, mais on travaille également sur les pratiques intuitives qui sont enseignées pour travailler sur les autres. On l'applique sur soi pour apprendre à développer notre propre langage, mais aussi à apprendre à faire notre propre nettoyage de notre propre antenne pour qu'on soit capable le plus possible de s'ouvrir à ce monde de sagesse qui est en nous et de laisser s'incarner en soi pour être capable d'élargir notre champ de conscience pour s'ouvrir à l'autre d'une façon plus efficace. Ouais. Tu prenais d'ailleurs tout à l'heure l'exemple du fait que quand tu te connectes à une personne, bah, peut-être qu'il y a son enfant qui a 6 ans, donc l'être de lui qui était l'enfant de 6 ans, qui appelle parce qu'il a vécu cette blessure d'abandon, c'était ton exemple. Est-ce que ça veut dire que nous tous, on a cette possibilité quelque part de voyager, on va dire, dans le temps, dans notre mémoire, pour aller à la rencontre des êtres de nous à différents âges et de les réunifier ou de leur parler ou de... Je crois fondamentalement que le concept de la loi d'attraction, tu sais, la loi d'attraction, on en parle souvent, et qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? C'est que dans mon champ énergétique, je suis animé par des mémoires de l'enfant qui se sent abandonné, par exemple. Et l'univers, comment elle est fait?
elle se dit, elle a une loi toute simple, c'est de dire, ben, ce que tu portes en toi, dans ton champ énergétique, ben, à quelque part, tu deviens comme un attracteur, tu deviens comme un aimant, et va venir à toi des gens qui vont dynamiser ce sur quoi tu dois travailler, tant et si longtemps que tu ne seras pas réunifié avec. Donc, si moi je refuse je rencontre des gens et que je les rends responsables de ma vie, je les rejette, et je rejette à quelque part cette idée que je puisse faire la paix avec mon être, ben je vais répéter cycliquement toujours le même genre de dynamique qui vont m'empêcher à quelque part de me réunifier à moi. Quand j'apprends à me réunifier à moi, c'est-à-dire que je me rends responsable de moi-même et je prends conscience que la partie de moi qui s'est en sentant abandonnée, ben je dois porter attention vers elle et je dois me réunifier à elle et je dois arrêter de pointer du doigt les autres en se disant c'est de leur faute, tu vois. Et je pense que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? C'est d'apprendre à se réunifier à soi. Et qu'est-ce qu'on fait en général en tant qu'humain? C'est qu'on pointe du doigt l'extérieur en se disant c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. On est tout le temps en train de porter le regard sur l'extérieur et on oublie à quelque part notre responsabilité en tant qu'humain à devoir faire ce travail de réunification, tu vois. Mais alors, quand il s'agit d'une mémoire de cette vie actuelle, à la limite, tout un chacun peut aller se confronter à sa mémoire parce qu'il en a un souvenir plus ou moins conscient. Mais quand il s'agit d'une mémoire qui est inconnue, c'est-à-dire qu'elle provient soit de l'arbre généalogique, d'une histoire qu'on ne connaît pas, ou d'autres vies, comment on va à la rencontre de ces mémoires? C'est que oui, c'est plus. Comment tu le présentes, c'est plus compliqué, effectivement. Mais ce que je te dirais, c'est que dans l'apprentissage, je pense qu'il y a une question je pense qu'il faut être gentil avec nous en tant qu'être humain, parce qu'on a souvent une sévérité envers soi-même en se disant, ben oui, mais j'aurais dû me prendre conscience de ceci, j'aurais dû être ceci, j'aurais dû être cela. Mais finalement, on a une maturité en tant qu'être humain à atteindre. Cette maturité, c'est qu'un parcours de vie, ce parcours de vie qu'on expérimente, ben on fait des erreurs. On va faire des gaffes, on ne va pas répondre parfaitement à qui on est. Et ça va prendre un certain temps avant qu'on arrive à trouver une certaine forme de maturité pour être capable de regarder ce qu'on porte en soi et de l'assumer et d'être capable de faire face à ça. Et pour revenir sur ta question, évidemment, moi, je pense qu'on on donne beaucoup d'importance aux mémoires transgénérationnelles, aux mémoires d'autres vies, mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'on est sur Terre pour vivre une vie terrestre dans notre expérience de vie, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est un élément premier. Déjà, on a tendance des fois à aller vouloir chercher des solutions dans les mémoires familiales, transgénérationnelles ou mémoires d'autres vies, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire déjà en faisant un travail sur soi. Puis, je te dirais que ceci, c'est que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a donc des protocoles qui nous amènent progressivement vers les mémoires familiales, mémoires d'autres vies, pour apprendre justement à explorer ces avenues-là, et on est capable d'accéder à des choses qui nous sont inconscientes que quand on a la maturité pour être capable d'y accéder. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un vient me voir, moi, si je dévoile de l'information à cette personne-là, c'est parce qu'elle est prête à l'entendre et à le recevoir, parce que l'information est là en son champ énergétique, tu vois. Et c'est ça un peu qui est le processus d'accompagnement qui est effectué, tant dans une démarche personnelle que dans une démarche avec un partenaire, c'est d'apprendre, tu sais, quand le fruit est mûr, il est mûr, donc on peut le cueillir. Oui, en effet. Est-ce que tu peux, toi, nous dire comment ça se passe pour toi, dans ton système à toi, quand tu te connectes à une personne? Oui, bien sûr. Comment? Oui, OK. En fait, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais, tu sais, tantôt tu faisais référence à Rayonnance TV, dans lequel les gens sont souvent impressionnés parce que je vois pas les personnes, les noms qui sont indiqués sont pas des vrais noms souvent, donc et j'entends pas leur voix non plus. C'est comme une question qui est donnée comme ça, puis c'est souvent Amélie qui va me transmettre la question. Donc, alors comment je vais procéder, évidemment, c'est je me mets en relation avec la provenance, c'est-à-dire quelle que soit l'identité de la personne, je me connecte avec cette identité-là et je vais voir apparaître une image. Moi, je suis très visuel, donc je vais beaucoup percevoir des images. Une image qui va refléter quelque part des zones de la personne qui vont refléter les régions qui veulent me parler. Alors, par exemple, ça peut être le bassin. Donc, le bassin, évidemment, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a à me dire. Puis, évidemment, il y a des informations qui vont venir, qui vont être souvent auditives, qui peuvent être sensitives, c'est plus rare, et qui peuvent être visuelles. Et c'est à partir de là que moi, je peux assez rapidement, donc, donner un premier commentaire. Puis, l'important de savoir, c'est que pour aller plus loin, on ne reste pas juste au niveau du commentaire de l'observateur. J'interagis avec le champ énergétique de la personne, c'est-à-dire que je pars du principe que je peux donner
au champ énergétique qui est là quelque chose pour qu'il y ait une réaction. Je peux faire un soin rapidement, évidemment, parce que ça ne paraît pas dans Rayonnance TV. Et je vais donc voir de nouvelles informations qui vont venir et qui vont me permettre de conseiller la personne. Pourquoi? Parce que quand j'observe quelque chose, c'est un peu comme si je t'observe. Je pourrais par exemple dire, ah, tu as l'air triste. Tu vois, par exemple, ce serait un constat que je pourrais faire. Ce qui n'est pas le cas, hein, je te rassure. Merci. Et à partir du moment que je pourrais dire, bon, tu as l'air triste, je pourrais te dire, mais tiens, je vais te prendre dans mes bras. Et puis là, finalement, tu pourrais te dire, ah, ben, je me sens mieux, je me sens joyeux maintenant parce que tu m'as pris dans tes bras, etc. OK? Donc, dans la déprogrammation, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que quand on donne à l'énergie quelque chose, on la transforme. Et parce qu'on la transforme, on a accès à un nouvel état. Et ce nouvel état-là, souvent, nous indique le chemin pour que notre partenaire puisse rétablir sa situation. Tu vois? Et c'est comme ça que, rapidement, ben, on peut rester dans une situation, pas juste de constater quelque chose, hein, par exemple, de dire tu es triste, par exemple. L'autre personne pourrait dire c'est juste, mais en même temps, c'est pas si intéressant que ça que ce soit juste parce que moi, je veux juste, c'est pas être triste, tu vois. Donc, l'idée de la déprogrammation et des soins vont amener à ce moment-là une modification. Et c'est comme ça que finalement, on ne part pas d'un principe de constat, mais on part d'un principe d'évolution. L'évolution, c'est que la personne, elle a un état de conscience de tristesse aujourd'hui, à l'instant où je la vois, mais dès que j'interagis avec elle, je peux l'accompagner dans un autre état de conscience qui lui donne un sens à la tristesse, et qui lui donne une compréhension de vers quoi elle tend pour devenir justement autre chose que cet état de tristesse-là, un état évidemment qui va être plus en harmonie avec elle et qui va lui permettre de plus s'épanouir. Et c'est comme ça qu'on va procéder lorsque je fais un travail, c'est que je donne donc une représentation visuelle de la personne, et je vais donc interagir avec cette perception que j'ai imaginaire d'elle pour voir effectivement de quelle façon qu'une transformation peut se faire. Et je vais rester connecté avec cette perception-là pour toujours finalement amener un changement à se faire. Donc, je n'ai pas besoin de voir la personne en physique pour cette raison-là, parce que c'est la perception visuelle que j'ai, ou auditive ou sensitive, qui va me donner l'opportunité de pouvoir l'accompagner, de l'aider à cheminer à ce moment-là. D'accord. Ah, c'est passionnant. Et la personne sur laquelle tu agis, donc imaginons, effectivement, tu fais un soin. Comment elle va sentir le changement s'opérer en elle? Est-ce que c'est quelque chose d'immédiat? Est-ce que c'est un processus sur le long terme? Est-ce que ça dépend de chaque personne et de chaque profondeur de trauma, on va dire? Moi, le problème que j'ai, en fin de compte, je vais te dire ça comme ça pour te faire part que c'est un problème, d'une certaine façon, c'est que je parle beaucoup, moi, dans les consultations que je fais. Et comme je parle beaucoup, les gens, quelquefois, se retrouvent dans une situation où ils peuvent donc être donc à l'écoute de ce que je dis et moins à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Et c'est pour cette raison-là que moi, ce que j'ai appris à faire, c'est que je demande régulièrement aux gens comment ils reçoivent l'information pour leur donner un espace. Un espace pour que, d'une part, ils prennent le temps de descendre de leur corps et d'exprimer quelque part comment ils reçoivent l'information. Et à travers cela, évidemment, ça leur permet donc de constater qu'il y a une espèce de relation entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit s'approprie l'information que je leur donne, et parce qu'ils se l'approprient, ben, ça les remet en relation aussi avec ce qui se passe dans leur corps, et souvent, c'est là qu'ils vont constater justement qu'il y a des changements qui vont se faire. Mais comme je parle beaucoup dans une consultation, et comme l'aspect parole a une importance, bien évidemment, si par exemple je faisais tout en silence, bien là, les gens pourraient expérimenter davantage l'expérience corporelle, tu vois, et ils pourraient prendre le temps de mieux ressentir ce qui se passe en eux. Et d'ailleurs, quand je travaille avec des gens qui ont des problèmes de santé physique, des gens qui sont malades véritablement, je préfère les rencontrer en personne pour faire un soin, parce que j'ai constaté que le soin en présentiel avait plus d'impact que le soin à distance. OK? Donc, dans ce cas-là, je vais moins parler aussi avec ces personnes-là. Ou des gens qui ont des problèmes psychiatriques, je vais peut-être moins parler avec eux, puis je vais plus prendre le temps de travailler sur leur corps aussi. Parce que j'ai constaté qu'effectivement, bon, des gens qui ont des problèmes psychiatriques, des fois, bien évidemment, sont tellement dans leur esprit qu'on peut facilement les nourrir là-dedans. Donc, et puis évidemment, donc, dans ce sens-là, les gens qui vont même expérimenter des soins, par exemple, je travaille avec des enfants, je vais donner un exemple. Les enfants, qu'est-ce que je faisais avec ces enfants-là? Ils avaient des problématiques, les parents m'appelaient et je leur proposais de faire un soin à distance avec leurs enfants. Et ce soin à distance-là, c'est comme si c'était des enfants très jeunes, hein, de 5 ans, 4 ans, 3 ans. Je les faisais sans avoir besoin de parler avec les enfants, sans être en relation avec eux. Et je le faisais donc à distance et j'enregistrais ce que je percevais de la situation. Et je faisais un travail de déprogrammation de leur psyché à distance. Et j'enregistrais tout, j'envoyais ça à la mère quand j'avais terminé.
Et j'ai constaté qu'il y avait énormément de changements qui se faisaient alors que je n'avais pas parlé avec l'enfant, j'avais pas été en relation avec lui physiquement ou même en relation avec lui. Je l'avais fait vraiment dans la subtilité, dans ce travail à distance qui a été fait. Il y avait de très bons résultats. Les mères étaient toujours très, très fascinées toutes les fois que j'ai pu travailler de cette façon-là. Donc, puis évidemment, il y a des gens quelque part qui vont aussi qui sont plus intellectuels, qui vont donc finalement avoir entendre l'information, puis ils vont besoin de la décanter. C'est pourquoi que les consultations sont enregistrées. Ça leur permet ensuite de revenir à la consultation, de la réécouter, et que tout ça, finalement, qu'est-ce que ça sert à faire? C'est que ça permet au cerveau de la personne de créer de nouvelles connexions neuronales qui vont lui permettre justement de prendre conscience des transformations, hein, quelque part, ils vont devenir de plus en plus conscients des transformations qui sont en train de se vivre dans leur propre vie à ce moment-là, et c'est très intéressant aussi de le faire. Puis il y a des gens qui vont avoir des gros ressentis, ça dépend des gens qui ont des sensibilités plus aiguës de leur corps, vont ressentir dans l'immédiat les soins également. Mais l'important, je te dirais, c'est que je ne vise pas l'idée que le soin en lui-même va amener une transformation dans l'immédiat. Comme c'est enregistré, je mets beaucoup d'emphase sur cette idée qu'il va y avoir comme un travail d'intégration qui va se faire à travers les semaines, les jours. Et c'est ça qui se fait souvent, hein. Les gens vont ressentir le bienfait à mesure que les journées vont passer aussi. Tu as dit que tu as 35 ans d'expérience dans ce domaine, donc tu as dû voir un certain nombre de cas. Est-ce que tu as eu l'expérience de cas sur lesquels tu ne pouvais pas agir du tout? Et si oui, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas pu agir? Malheureusement, oui. Une partie du moins, je vais t'en parler de... Les personnes, bon, tu vois, malheureusement, il y a des gens qui viennent me voir qui ont atteint un degré un problème de santé quelque part trop aigu. Tu vois, comme par exemple quand on est malade d'un cancer ou d'une maladie très grave et qu'on a tout fait, on a tout rencontré, on a tout essayé, et là on vient me voir avec l'idée que justement, ils espèrent que je vais pouvoir les soigner ou les guérir. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et une des choses que j'ai remarqué dans ces cas-là, qui m'a beaucoup interpellé, je vais donner un exemple, par exemple, parce que le premier cas que ça m'est arrivé, c'était quelque chose qui m'avait interpellé, puis par la suite, ça s'est répété. C'est une femme qui avait qui était bien portante, tout allait bien, et à un moment donné, elle me dit j'ai un problème de santé, qui était le cancer, c'est un cancer qu'elle a déjà eu, qui était revenu. Puis elle m'a demandé de faire un soin avec elle, et j'ai commencé donc à faire des soins avec elle, puis à un moment donné, j'ai constaté que comme je l'avais fait à distance et je l'avais fait sans être en contact avec elle parce que elle pouvait pas être présente, je ne sais pas comment exactement les raisons. Mais ce que j'avais constaté, c'est que quand j'avais commencé à faire le travail, elle me disait arrête Sylvain, c'est fini, c'est terminé, je veux plus à quelque part que tu me soignes. Tu vois, c'est un peu comme si elle reconnaissait que qu'elle était plus là. Comme si, à quelque part, elle avait lancé la serviette. Puis moi, dans ma démarche, évidemment, je ne lance jamais les serviettes. C'est-à-dire que la déprogrammation consiste justement à donner au corps ce dont il a besoin. Et il y a donc une transformation qui va en résulter. Mais dans ce cas-là, il n'y avait rien à faire. J'avais beau essayer toutes sortes de choses. Elle restait dans cette espèce d'état comme si c'était fini. Et puis, elle est morte 2 jours plus tard, alors que c'était loin d'être prévu. Les médecins étaient tous très surpris de voir qu'elle avait perdu la vie aussi rapidement. Et puis, c'était vraiment une surprise pour pour tout le monde, tu vois. Alors, ça a été des situations, évidemment, que lorsque j'ai constaté que lorsque les gens sont prêts à mourir, il y a un peu ce processus qui se répète dans la pratique, c'est qu'on voit que la personne est de moins en moins disponible pour recevoir un soin dans le monde subtil, parce que consciemment, elle veut beaucoup guérir, mais dans le monde subtil, je constate qu'il y a comme une forme d'éloignement, comme si à quelque part elle était plus disponible pour recevoir le soin. Tu vois, ça c'est quelque chose qui a été, ça a été toujours un élément qui m'a interpellé par rapport à ça. Puis évidemment, il y a des gens avec d'autres types de gens, d'autres situations que j'ai vécues qui m'ont où j'ai pas pu vraiment aider les gens, c'est des gens quelque part qui sont pas désireux d'être aidés. C'est-à-dire des gens quelque part qui n'ont pas la volonté de faire le cheminement finalement qui est proposé pour toutes sortes de raisons qui leur appartient, qui font qu'effectivement on ne peut pas aller plus loin avec eux à cause de ces raisons-là. Voilà. Ouais, ça veut dire que d'une certaine manière, un peu comme moi, quand en séance, j'ai des gens qui sont sceptiques et qui viennent par exemple parce que leur femme leur a dit va prendre une séance parce que ça va te faire du bien. Si eux, ils viennent dans cette
dans cette idée-là, dans ce blocage psychologique lié à cette séance, eh bien, c'est pas que la séance va être inutile, mais c'est comme s'il y avait du brouillage sur la ligne, quoi. Ça va être compliqué. Exactement, tu fais référence à ça. J'avais déjà eu une personne. La seule fois où moi j'ai dû arrêter une consultation parce qu'on allait nulle part, c'est une situation comme celle que tu viens de décrire, c'est-à-dire une femme avait référé son mari à venir me voir, puis lui est arrivé, je me rappelle, il était en catastrophe, il est arrivé en retard et tout ça. Il était il suait de partout, il était vraiment dans un état un peu, tu voyais qu'il était un peu paniqué, puis il venait de l'Inde. Et puis quand j'ai commencé la lecture, la première chose qu'il m'a dit, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens parce que moi je viens de l'Inde, j'ai une démarche spirituelle que j'ai fait là-bas, tu me parles quelque part de choses finalement qui ne correspondent pas à tout mon cheminement spirituel. Tu vois, il y avait quelque chose, un décalage important. Et finalement, on n'est jamais parvenu à trouver un terrain d'entente. Parce que moi, l'objectif d'une consultation, c'est pas d'imposer quelque chose à quelqu'un, c'est de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que je demande à la personne comment tu reçois ça. Et si la personne se reconnaît, bon, ben, on a une entente commune, mais si elle ne se reconnaît pas ou qu'elle résiste, ou qu'elle rejette, ou qu'elle refuse, ben, à un moment donné, on n'arrive pas à se rejoindre. Donc, je ne peux pas créer une situation commune pour faire un travail, donc je dois arrêter. C'est la seule fois que ça m'est arrivé dans toute ma carrière, c'est le moment-là où j'ai dû arrêter parce qu'on allait nulle part ensemble à ce moment-là. Comment tu gères, toi, le doute? Est-ce qu'il y a encore du doute quand tu perçois des informations? Ou est-ce que quelque part, maintenant, avec la pratique et tout l'entraînement que tu as eu, les informations, ton code, il est tellement «rodé» entre guillemets qu'il n'y a plus cette place au doute? Je te dirais que le doute, pour moi, en tous les cas, je pense qu'il est important. C'est une façon, quelque part, de se remettre en question. C'est une façon, quelque part, justement, de douter de ce qu'on perçoit. Parce que, justement, si on ne doutait pas, on pourrait devenir le bon Dieu, hein, c'est-à-dire ce sentiment, quelque part, qu'on a toujours la vérité, qu'on sait mieux que les autres. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être dangereux de tomber dans ce piège-là. Donc, puis je pense qu'il y a une question fondamentale chez moi de confiance aussi qui a toujours existé, de me remettre en question, de douter. C'est quelque chose qui est naturellement présent en moi, je pense, et qui fait que, et je pense que c'est sain dans la marche intuitive. Si on n'a pas ce doute-là, par contre, on peut facilement tomber dans le côté sectaire, hein, qui est le côté dont les gens ont tous peur, là, cette espèce d'impression que je pourrais me percevoir comme un bon Dieu et devenir un escroc qui voudrait exploiter les gens ou je ne sais quoi, tu vois. Sylvain, on va terminer cet échange évidemment en te remerciant pour tous ces partages qui sont vraiment passionnants. J'en profite pour dire évidemment à tous les auditeurs, comme d'habitude, que je mettrai tous les liens que tu me donneras sous cet épisode, dans le détail. Je vais terminer comme je le fais toujours dans ces épisodes, en te posant 2 questions. La première, sur ton chemin d'éveil, sur ton chemin de pratique et toutes ces années, est-ce que tu peux nous citer des livres ou des personnes qui ont eu une importance particulière pour toi dans ce parcours? Il y a Krishnamurti que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Dans mon parcours, c'est quelqu'un que je lis moins aujourd'hui, bien sûr, mais j'ai beaucoup été j'ai toujours trouvé très intéressant. Très jeune âge, j'avais la chance d'avoir des auteurs en philosophie. Je faisais des cours de philosophie, on m'avait référé Krishnamurti. Donc, c'est un auteur que j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de lui, par exemple, Se libérer du connu, qui est un excellent livre qui montre un peu comment le mental, à quelque part, cherche toujours à se confiner au connu et qui a très, très peur de l'inconnu. Et c'est exactement la démarche qu'on retrouve dans l'intuition. C'est cette peur qu'on a de s'ouvrir à quelque chose qui est plus vaste que soi. Et je pense que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et le deuxième auteur, c'est un livre que je conseillerais moins quand même. C'est un livre d'Alice Bailey. Ce sont des livres d'Alice Bailey. Je ne sais pas si tu connais Alice Bailey, ça te dit quelque chose? C'est une femme qui est une médium, qui a fait du channeling pendant plusieurs années. Elle était malade toute sa vie et elle a écrit plein, plein d'ouvrages, mais des briques ésotériques et obscures et difficiles à comprendre et tout ce que tu veux. Mais il y a un livre qui m'a beaucoup marqué chez elle, qui s'appelait La guérison ésotérique, qui est un livre dans lequel elle parle de la guérison de l'âme, et c'est vraiment très beau. Moi, j'ai trouvé ça un livre d'une grande pureté et très inspirant par rapport à ce qu'elle appelle la guérison de l'âme. C'est un très, très beau livre. Et elle a écrit également plusieurs autres livres sur les traités sur les 7 rayons, qui m'ont beaucoup marqué, parce que sans m'en rendre compte, j'ai écrit un livre qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, dans lequel, finalement, on retrouve un peu cette notion des 7 chakras et des 7 rayons. Et dans ce sens-là, sans m'en rendre compte, je me suis un peu
c'est un peu ma réponse un petit peu plus accessible, je dirais, de ce qu'elle a fait comme ouvrage qui est exceptionnel, hein. C'est une femme qui mérite d'être découverte, sauf qu'évidemment, c'est très ésotérique et c'est peut-être un peu, ça peut un peu vieilli, parce que c'est quand même des livres qui ont été écrits dans les années, je ne vais peut-être pas donner de date, là, mais il me semble que c'est dans les années 30, 40 que ça a été écrit, ces ouvrages. Ah oui, oui, effectivement. Ok, et ben c'est très intéressant. J'essaierai de mettre les liens de ces livres en question et puis les liens vers tous tes ouvrages aussi parce que tu as écrit quelques livres, dont celui que tu m'as envoyé qui s'appelle Le Messager, qui était très intéressant. Donc celui-là aussi, je le mettrai en lien. Dernière question pour toi, Sylvain, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'ouvrent tout juste, on va dire, à cette réalité, cette compréhension de l'invisible. Quel serait le conseil que tu pourrais leur donner pour appréhender ce chemin de la manière la plus sereine possible? C'est intéressant comme question parce qu'actuellement, je trouve qu'on vit dans un ère de traumatisante pour l'être humain, dans le sens que on est actuellement cantonné à nos positions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une vision des choses, il y a des gens qui ont une autre vision des choses et ça ne se communique pas, ça ne se parle pas. Et on est en réaction à l'extérieur. On est en réaction à ce qui se passe dans le monde, on est en réaction à plein de choses. On est en réaction. Quel que soit ce qui se passe, on réagit à quelque chose et on a tous un avis sur quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi. Puis moi, je pense que dans la démarche spirituelle, on doit apprendre à écouter notre monde intérieur puis à retrouver quelque part cette position de bien-être qu'on a tous besoin de retrouver. C'est-à-dire que moi, je peux toujours critiquer la politique de l'un ou de l'autre, là, je peux toujours critiquer qu'est-ce que les autres font, mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça, toi? Et je pense que la démarche spirituelle, c'est pas juste c'est pas de la théorie, d'une part, c'est pas des croyances non plus, c'est de l'expérience. Et l'expérience, ça se passe comment? Ben, ça se passe à travers la découverte que moi je fais envers moi-même pour apprendre à être bien, pour apprendre à être heureux. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est certainement le plus important dans la vie, hein, c'est de retrouver quelque part qu'est-ce qui peut être, que je peux faire pour être bien et être heureux et me sentir en paix avec moi-même. Eh bien, on va terminer sur cette belle conclusion. Merci encore à toi, Sylvain, pour ce partage. Et merci évidemment, comme toujours, à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. À bientôt.